Salut et bienvenue sur cette vidéo. J'espère que vous allez bien, parce que moi oui. Récemment, j'ai découvert un jeu qui va probablement me marquer pendant longtemps. Très longtemps. Sons of Shizan, shield us! This land is now mine! Spellcaster Chronicle. En réalité, ça fait depuis la deuxième bêta fermée que j'y joue et c'est vraiment génial. Je vous parle rapidement du gameplay. Spellcaster Chronicle est un jeu multijoueur 3 contre 3 à la troisième personne où tu peux lancer des sorts, créer des decks parmi plein d'incantations différentes, invoquer des créatures puis les infuser d'un élément et tu peux même faire apparaître des titans surpuissants. Le but pour gagner une partie est de protéger les 3 pierres de vie alliées et de détruire ceux de tes adversaires. Le gameplay est cool, vraiment cool. Moi en tout cas, j'adore. Mais aujourd'hui, je ne vais pas plus vous parler du gameplay. Parlons de ce qui m'a fait comprendre que ce jeu est exceptionnel. Laissez-moi vous raconter ce que je sais de cet univers fantastique et magique, un monde aussi magnifique qu'énigmatique. Ashkenon. Bien, je vais pouvoir vous dévoiler le déroulement de cette vidéo. Je vais vous parler des bases en premier, c'est la priorité pour pouvoir comprendre un minimum tout le reste, puis nous allons faire la rencontre de Ozdam Devam, raconter l'histoire de chaque région avec tous les détails que j'ai en ma disposition, d'abord un mélange d'infos entre l'arène, s'il y en a une, et le personnage, puis les créatures et bâtiments potentiellement liés à la région, ensuite le ou les skins. Une fois toutes les régions faites, je vais vous faire un rapide résumé où je vais récapituler le plus important à retenir selon moi, et on pourra finir par mes théories. Avant de démarrer, j'ai une dernière chose à vous dire. Vu que le jeu en est à ses débuts, il est en Early Access depuis le 26 février 2026, donc ce que je vais vous raconter maintenant pourrait changer avec le temps. De plus, je ne suis pas un expert dans ce domaine. Je fais cette vidéo simplement pour partager quelque chose que j'aime et que j'ai aimé découvrir, en espérant vous donner envie de vous y intéresser aussi. Bien, commençons par le commencement. The tapestry, where past, present, and future entwine. Where the gods once shaped the fate of man and empires. But the gods are gone now, and in the chaos they left behind, some of us obtained abilities no mortal was meant to hold. La toile du destin, qui constitue le monde de Spellcaster Chronicle, est un matériau façonné par la source. En puisant dans cette source, les spellcasters démêlent et emmêlent à nouveau les fils de la toile du destin. En combat, ils tissent la matière environnante pour créer des boules de feu, de l'énergie astrale et de puissantes créatures prêtes à combattre. C'est pour ça que les sorts et les invocations ont des visuels qui évoquent des fils et des rubans. Peu possèdent le don. Et vous en faites partie. Je m'appelle Ozdam Devam. J'aide ceux qui, comme vous, découvrent leur pouvoir et veulent en savoir plus. Avant de participer au combat de Spellcaster, il vous faut apprendre 2 ou 3 choses. Si vous le souhaitez, je peux vous donner quelques petits conseils. Parfait. Alors, c'est parti. Nous nous trouvons dans l'arène, un lieu sacré, où les fils de la toile du destin se tissent. C'est ici qu'ont lieu les combats des spellcasters, mais j'y reviendrai plus tard. Oh, au fait, voilà votre catalyseur. Un artefact magique contenant toutes les incantations à votre disposition. Il amplifie vos pouvoirs
et vous permet de jeter des sorts. Il y a autre chose que vous devez savoir. Chaque rencontre avec des spellcasters accroît vos connaissances. Récupérez des cristaux de la source et renforcez votre influence sur la toile du destin. Plus vous compterez de victoires, plus vous serez capable de façonner l'avenir du monde. Nous en avons fini avec les bases et le tutoriel. On va pouvoir passer à la suite. Le mausolée a été érigé il y a plusieurs générations autour de l'un des plus anciens monuments de notre monde, la porte de Varani. Personne ne sait qui a forgé cette structure énigmatique, mais jadis, les premiers Alayat découvrirent une larme dans la toile du destin. De l'énergie astrale s'en écoulait, provenant d'un royaume qu'ils nommèrent le domaine astral. Et cette larme est devenue la porte de Varani. Ces vastes salles sont ornées de statues de gardiens légendaires et de sculptures représentant les entités monstrueuses qui ont autrefois franchi la porte. La moine astrale a été choisie pour accomplir un rituel ancestral lorsqu'elle n'était encore qu'une enfant. Elle s'entraîna à la méditation, au combat et au détachement. Puis vient le jour de la cérémonie de passage, que l'on appelle la traversée. Elle passa par la porte de Varani et alla dans le domaine astral. Elle revient complètement transformée. Presque tout son corps s'est changé en une lumière astrale, son esprit brisé s'était malgré tout étendu, et son regard s'était tourné vers les arcanes secrets de la toile du destin. À présent, elle détient le sceptre des gardiennes d'Alaya, et grâce à la traversée, elle acquit le pouvoir de remodeler son corps et de soumettre le temps à sa volonté. Désormais, elle sert comme oracle et sentinelle d'Alaya. Elle s'est élevée au-dessus de sa condition de mortelle, mais peut-être au prix de sa propre humanité. Bien que la porte soit restée silencieuse pendant de nombreuses années, personne ne peut dire quand la porte de Varani s'ouvrira à nouveau. Il existe un skin pour les tours astrales qui n'est pas encore sorti sur le jeu, mais on peut remarquer des genres de pétales en bas et en haut de cette tour. Ça ressemble trop à ces pétales-là. C'est évident, je trouve. Les fées sont uniques et ça se voit. Elles ont l'archétype astral, elles ne viennent pas du mausolée en soi, elles viennent du domaine astral. Le domaine astral est peut-être une région entière à lui tout seul, mais pour l'instant, on n'en apprend que par la porte de Varani. Alors j'attends d'en savoir plus sur le domaine astral. Cette sentinelle, invoquée par les nonnes d'Alaya, garde les grottes qui mènent à la porte de Varani. Armée d'un marteau en or, elle repousse les voleurs et les profanateurs. Seul un esprit dérangé oserait l'affronter. Cette wyverne, habituellement juchée au milieu des imposantes statues du mausolée de Varani, guide les pèlerins. D'une sociabilité surprenante pour son espèce, elle s'est laissée apprivoiser par les nonnes au fil du temps. Au sein des sentinelles d'Alaya, un ordre privilégie la retenue à la supériorité et préserve son corps et son esprit pour affronter les rigueurs du combat. Destinée à former l'ultime ligne de défense contre les horreurs de la porte, elles puisent leur force dans la discipline et une préparation incessante. L'élémentaliste de feu, l'un des 9 rois de Hiram, il a, depuis son plus jeune âge, appris discipline, force et précision. Il n'a pas seulement appris à maîtriser la source, il sait aussi gouverner et juger. Seul le contrôle de la perfection lui permet de protéger la civilisation des ravages des tempêtes élémentaires de Hiram. Quand il atteignit l'âge pour devenir roi, il se mit à l'épreuve ultime. Seul, il affronta un titan de feu pendant 7 jours et 7 nuits. Victorieux, il porte à jamais les marques de ce combat sur son visage, brûlé par la main ardente de la créature. Son masque est devenu sa couronne, symbole de détermination et d'autorité. Pour son peuple, il se tient désormais dans l'arène, conscient des devoirs qui lui incombent. Être un leader, un tacticien et, parfois aussi, un tyran. Les mastodontes. On peut voir des masques qui ressemblent énormément à ceux que l'élémentaliste a sur son visage et son épaule. Et surtout, il y en a partout sur la seule image de Hiram qu'on a. Les archers-lézards ont simplement l'air d'avoir le même genre de tête blanche et dure que les mastodontes ont. Et je le vois pas être ailleurs pour le moment.
Les golems de terre et les behemoths de pierre, ils ont tous les deux l'archétype élémentaire et peuvent visuellement autant faire partie de Camazotz comme de Hiram. Mais vu que l'élémentaliste de feu a un passif pour récupérer les incantations élémentaires plus vite, je pencherai plus pour Hiram. Devenir roi implique d'assumer de lourdes responsabilités, intérieures comme extérieures. Drapé dans la traditionnelle tenue hiramienne, il porte la flamme de sa terre avec une dignité et une élégance sereine. Fabriqué avec le plus grand soin par les artisans hiramiens, ce bâton est autant une œuvre d'art qu'un symbole de pouvoir. Réservé aux rassemblements et aux conseils officiels, il incarne le raffinement, la discipline et l'héritage du gouvernement de Hiram. Une légende raconte qu'à Hiram, une antilope se tenait sur ses pattes et pouvait supporter la lave brûlante pendant des jours. Pour beaucoup, elle symbolise le contrôle de soi et la concentration, qualité louée autant par les rois que par les maîtres des flammes. Chez les Hiramiens, les aînés sculptent leur propre effigie pour y sceller une bénédiction et la conservent jusqu'à leur dernier souffle. Placée dans un objet de famille, elle devient alors le symbole de l'admiration des ancêtres auxquels cet objet rend hommage. Autrefois, les copistes mystiques de Shizan étaient vénérés comme les gardiennes du savoir. Mais les temps ont changé. Depuis l'immense tragédie, la magie suscite la crainte à Shizan. De nouveaux souverains ont pris le pouvoir et ont accusé des spellcasters libres de représenter une menace contre le royaume. Des temples ont été incendiés et d'innombrables ordres mystiques anéantis. Tout cela, elle le tient de son mentor, l'une des dernières copistes encore en vie. D'elle, elle a appris les psaumes antiques, le tissage de la toile du destin avec de l'encre et des mots, et comment utiliser ses dons pour aider ceux dans le besoin, quel qu'en soit le prix. Elle erre désormais de village en village, apportant guérison et bénédiction à ceux qui en ont besoin grâce à son pinceau et son parchemin sacré, porteuse de l'espoir qu'un jour, la magie reviendra à Shizan. Les protecteurs gigantesques sont vraiment spéciaux. Ils peuvent venir de n'importe quelle région, mais pour l'archétype sacré, je le mets ici, car la scribe mystique a un passif qui lui permet de recharger les incantations sacrées plus rapidement. Les dryades, tout comme les protecteurs gigantesques, elles ont l'archétype sacré elles aussi. Et la végétation sur leur corps passe très bien pour Shizan. Les Valkyries, archétype sacré, je ne sais pas si elles viennent vraiment de Shizan. L'emblème sur leur drapeau et leurs ailes est différent de toutes les autres créatures. C'est peut-être Shizan, ou une autre région, pays ou royaume qu'on ne connaît pas encore. Une secte isolée au sein des scribes détourne des parchemins sacrés pour s'attaquer aux esprits qui s'en prennent aux plus faibles. Par des rites mêlant encre et parchemins reliés, elles scellent, bannissent et contrôlent l'invisible afin d'offrir leur protection contre les ombres envahissantes. Cette plume sombre utilise l'encre pour créer des sorts de purification et des sceaux de bannissement. Dans les mains d'une relieuse d'âme, elle repousse définitivement les esprits qui refusent le voile. Les scribes de Shizan enseignent que toute écriture véritable doit couler sans la moindre hésitation. Ils la comparent à la murène des torrents. Elle se faufile entre pierres et courants, ne force jamais le passage et pourtant ne dévie jamais de sa trajectoire. Sœur de l'assemblée d'Igaril, la sorcière des marais, brandissant un bâton tordu coupé dans les racines des marais et un grimoire ancré d'un pouvoir défendu, elle profère des sorts qui se muent en malédiction rampant dans la toile du destin. On la traita jadis comme une criminelle, un monstre que l'on accusa d'hérésie. Elle se fit exiler, mais dans les marais maudits d'Igaril, elle découvrit autre chose. Une terre libre des entraves de la loi et de la civilisation, des racines tortueuses et des ruines englouties, et rencontra d'autres comme elle, des réprouvées, des bannies, des survivantes. Ensemble, elles déterrèrent les restes d'entités démoniaques enfouies au plus profond des marais. Elles conclurent des pactes défendus et acquirent des pouvoirs, apprirent des malédictions, remodelèrent leur corps. Elles créèrent une assemblée de sorcières, dont le lien n'était pas le sang, mais la survie et la méfiance. Désormais, la sorcière des marais se bat pour protéger sa nouvelle famille et la mener vers un monde meilleur, même s'il lui faut, pour cela, réduire l'ancien monde en cendres. Araignée funeste, Lich, la reine araignée, Thanatos, le titan de la mort, je n'ai pas grand-chose à dire sur eux. Je connais qu'un seul endroit d'où pourraient venir toutes ces abominations, et ce sont les marais maudits d'Igaril, sans aucun doute. J'ai aussi envie de dire Gaïa. Je vous expliquerai pourquoi plus tard.
Sculptée dans l'écorce des marécages et les branches mortes, la harpie, mi-nature, mi-cauchemar, laisse ses plumes s'éparpiller au vent telles des fleurs maudites. Un titan des marais dont l'écorce est recouverte d'un velours vert et visqueux. Symbiose de la végétation igarilienne et de cristaux runiques, il est impossible de savoir lequel des deux contrôle son esprit tant leur union est absolue. Ce bâton incarne l'insatiable appétit de son possesseur pour le pouvoir et le sacrifice volontaire de ses fidèles. Fabriqué à partir des restes des rois démons d'Igaril, ses mâchoires béantes résonnent des pactes qui les lient à l'assemblée de sorcières. L'encre aux pointes aiguisées symbolise la promesse immorale de la sirène. Approche et laisse-toi conquérir. Depuis le cœur du maelstrom de Valm, la sorcière marine utilise son grimoire abyssal pour façonner les orages et les marées. Dévouée de toute son âme à l'assemblée de sorcières, elle canalise la puissance de démons sans nom depuis les profondeurs pour conquérir, afin qu'un jour, ses sœurs puissent la suivre. De nombreuses légendes entourent Neredin Valm, l'un des premiers et des plus redoutables spellcasters du continent occidental. Doté d'un pouvoir magique sans égal à son époque, il conquit les terres du Nord, unifia les clans et devint connu comme le légendaire mage-empereur de Valm. Mais parmi toutes les histoires qui entourent sa vie, aucune n'est plus célèbre que sa dernière bataille sur les rivages nordiques. Là, après que ses armées aient été complètement anéanties, Neredin affronta seul pirates, seigneurs de guerre et sorcières des mers qui avaient juré de mettre fin à son règne. Pendant une semaine, jour et nuit, il combattit sans relâche. Il invoqua des lances colossales qui s'abattirent du ciel pour empaler les armées infinies de Léviathan. Il fit surgir de la terre un mur titanesque de fer noir qui divise encore aujourd'hui le littoral. Après cette bataille, Neredin disparut sans laisser de traces, et son empire s'effondra rapidement. Aujourd'hui, parmi ces falaises noires, il ne reste que les cendres des anciens champs de bataille, les carcasses brisées des Léviathans tués et l'odeur métallique épaisse qui flotte dans l'air comme un souvenir de guerre. Dans une contrée déchirée par une guerre sans fin, le sorcier de fer a combattu pour survivre et s'est forgé un nom. Autrefois, c'était un pilleur, un prisonnier, un mercenaire, un conquérant, jusqu'à sa rencontre avec la magie. Certaines personnes racontent qu'un spellcaster le maudit avant de rendre son dernier souffle. Il ne dit rien à ce propos. Avec la magie, il s'est gravé des runes sur son corps, forgé son bouclier double à partir d'épées brisées et d'armures déchiquetées, et appris à contrôler la fine poussière des métaux qui flottent dans l'air de Valm. Après avoir vaincu les tempêtes de Valm, il se concentra principalement sur les arènes du destin. Sur le champ de bataille, il protège ses alliés grâce à son bouclier double et à sa maîtrise du métal. Nombreux sont ceux qui le considèrent comme un vautour se repaissant des victimes sur les champs de bataille, et se demandent ce qu'il cherche vraiment. Peut-être se bat-il pour la paix, peut-être cherche-t-il à régner sur les vestiges de Valm, lui seul connaît la réponse. Sur les plages du rivage nordique, on peut voir le gigantesque maelstrom qui menace le royaume de Valm. De l'autre côté, il y a la citadelle qui ressemble à une porte titanesque. Faisons du moins au plus évident et terminons par une petite surprise. Les ogres, je ne sais pas où ils pourraient être vraiment. J'ai essayé de chercher à quoi ressemblent ces marques sur leur peau, mais je vois ces formes que sur lui. Sinon, c'est que j'ai loupé quelque chose. Vous avez peut-être la réponse. Les wyverns, je ne sais pas non plus où ils iraient. On en voit une au rivage nordique dans une vidéo. Je suis pas allé chercher plus loin. Dans la vidéo de présentation des gnolls lanciers, il n'y a que des unités qui sont, pour moi, originaires de Valm. Et ils sont représentés dans l'arène des rivages nordiques. Les sirènes. Valm est proche de l'eau, et il y a de la piraterie. Sirènes et pirates vont de pair. Et surtout parce qu'on en a parlé juste avant. Je vous l'ai dit en sneaky juste avant, les guerriers squelettes. Et oui, je les mets ici plutôt qu'à Igaril. Je vais vous dire pourquoi. J'ai remarqué qu'ils ont sur leur bouclier et surtout sur certains porteurs de drapeaux un symbole qui ressemble beaucoup à ce qu'on retrouve sur le corps et la ceinture du sorcier de fer. Peut-être que c'était le drapeau de l'ancien royaume de Valm. Ces guerriers squelettes doivent être des guerriers valmiens morts au combat, qui sont ressuscités sûrement grâce à la magie, mais d'une façon qu'on ne peut pas encore expliquer. Les marchands et les caravaniers qui traversent l'impitoyable et hostile région de Valm se servent essentiellement de golems de fer.
Il les apprécie énormément pour leur résistance. Appréciés par les chefs de guerre de Valm pour leur aide côtier fulgurant, ces archers lézards arborent des écailles plaquées de poussière métallique en suspension dans l'air, comme si cette terre inhospitalière avait elle-même forgé leur peau cuirassée. Un bouclier double façonné par une créature marine mythique valmide. 2 hippocampes face à face dont l'un enserre de sa queue une perle d'azur, symbole des pouvoirs dissimulés au cœur de la protection. Il y a fort longtemps, sous le règne des anciens dieux, Camazad n'était qu'une vaste plaine verdoyante, jusqu'au jour où elle devint le champ de bataille des titans. Nul ne se souvient de la raison de leur affrontement, ni lequel d'entre eux a triomphé. Lorsque le combat prit fin, leurs corps colossaux reposèrent, enfouis sous des âges de glace et de neige. Au fil des millénaires, leurs dépouilles s'élevèrent pour devenir les montagnes qui dominent aujourd'hui ces terres. Ce que vous appelez une chaîne de montagnes est en réalité un cimetière. Les titans déchus ne font qu'un avec les montagnes. Ils devaient être à la fois sauvages et isolés, mais aussi imprégnés d'un sens de la spiritualité. Des marques culturelles peuvent être visibles gravées directement dans la roche ou sur les armures des titans pétrifiés. C'est un lieu sacré pour la civilisation boréale. Au plus profond des sommets gelés, quelque chose rayonne des anciens restes des titans. Cela se cristallise dans les roches qu'ils extraient, les cristaux boréanes, connus pour leur valeur commerciale et leur signification sacrée. Camazad demeura abandonnée et silencieuse jusqu'à l'arrivée des tribus nomades, les boréanes. Cette tribu a trouvé son chemin vers ce cimetière gelé il y a des millénaires, guidée par leur premier chaman, Amab Vod, qui entendit pour la première fois les murmures lointains des titans endormis et vit la toile du destin scintiller dans le ciel d'une clarté troublante. Il comprit alors que lui et les siens partageaient un lien avec cette terre et avec les titans qui y reposaient. Au fil des générations, le peuple boréane ne fit plus qu'un avec les montagnes. Exposés à la magie brute émanant des corps des titans, ils commencèrent à changer. Leur peau se durcit comme de la pierre, des excroissances cristallines apparurent sur leur corps, leur stature devint grande et puissante et a rendu leur voix plus grave. Les corps titanesques sont devenus des lieux sacrés de culte, ornés de cloches suspendues, de symboles gravés et d'offrandes de dévotion. Il y a eu une énigme avec 4 signaux à déchiffrer qui nous transmet une bonne information. La toile du destin s'agite. Une fréquence nous parvient de l'extrême-orient, lointaine, fragmentée, transportée à travers des milliers de kilomètres de vent glacé. La région de Camazad se trouve donc très loin vers l'est. Le chaman de pierre, guide spirituel des tribus boréanes de Camazad, défend son peuple avec force et dignité. Il brandit un bâton forgé au cœur des montagnes et se dresse à leur image, sage, patient et immuable. Le chaman de pierre a grandi au milieu des sommets et a appris à écouter ce que les autres n'entendent pas. Le vent qui souffle sur les rochers, les cris des bêtes sauvages et par-dessus tout, les murmures des titans déchus qui lui commandent de guider son peuple et de le protéger. Pour lui, ce qui vit au sein des montagnes, ce qui respire et rêve, un jour reprendra sa place. En attendant, il défend les sommets sacrés contre ceux qui voudraient en extraire leur pouvoir et porte le fardeau d'une voix qui n'est plus tout à fait la sienne. Les titans sont endormis, mais leur force m'anime. Mais alors que le monde s'assombrit, d'innombrables nations tournent leur regard vers Camazad et ses ressources magiques presque infinies. Et désormais, les chamans de pierre entendent la voix des titans plus clairement que jamais, non plus comme de faibles murmures, mais comme des appels insistants suggérant leur réveil. Le jour approche où les montagnes elles-mêmes pourraient se lever. Les nids de harpies ont des marques comme sur l'ultime du chaman de pierre, le mur de Camazad. Il y a aussi des cloches suspendues sur les nids qu'on retrouve un peu partout à Camazad. Et si les nids sont d'ici, je ne vois pas pourquoi les harpies seraient ailleurs. Érigé par des mains disparues depuis des éons, le totem de pierre de Camazad ressemble à un immense tumulus au-dessus duquel s'accomplit un mouvement impossible. Des rochers suspendus dans les airs tournent lentement autour d'un cœur de la source dense. Ces clochettes, suspendues telles des offrandes, transforment chaque rafale en chant d'adoration. Les chamans des frimas ont choisi l'adversité comme mode de vie. Le givre collé à leur peau est la marque d'un corps et d'un esprit disciplinés.
Sous les colonnes vertébrales et les fémurs des titans qui dépassent des congères, ils gardent le chant du repos avec le calme et la concentration de ceux qui s'entraînent à survivre aux conditions extrêmes. Le technomancien a l'air d'être entièrement mécanique sur le peu qu'on puisse voir. Il est dit qu'il utiliserait de l'électricité. On peut voir des boules qui flottent autour de lui, je pense qu'il les contrôle. On ne voit pas grand chose de plus sur le spellcaster, alors regardons plutôt ceci. On voit au milieu son arme, à gauche une Tesla mobile et à droite une bombe peut-être. En tout cas, je trouve le spellcaster vraiment intéressant. Je n'ai pas plus d'images ou de vidéos que ça, alors on va attendre qu'il sorte sur le jeu pour en apprendre plus sur lui et Telosa. Char à vapeur, soldat roquette et manufacture de soldat roquette se collent parfaitement avec ces designs, tout simplement. Les chasseurs-loups, ils viennent soit de Valm, Hiram ou de Telosa directement. Ils ont un physique qui fait penser à Valm ou Hiram, mais l'arme vient clairement de Telosa. Soit les chasseurs-loups ont volé ces armes-là, soit ils se sont fait capturer, ramener à Telosa, intégrés dans leurs armées, puis ils leur ont donné des arbalètes télosiennes. Dans tous les cas, je ne pense pas qu'ils sont originaires de Telosa, mais l'arme vient de Telosa, ça c'est sûr à 99%. Voyons ce qui est le plus important à retenir selon moi. La magie, ceux qui sont capables de l'utiliser s'appellent des spellcasters, donc tout le monde n'en est pas capable. Et aussi, pour faire simple, la magie est égale la source est égale la magie. Nous avons aussi le catalyseur, un artefact qui contient plusieurs sorts et qui amplifie les pouvoirs magiques du spellcaster. Je pense que c'est ça qui représente nos decks dans le jeu. Les dieux qui ont disparu depuis longtemps, c'est pour ça qu'il y a des combats dans les arènes du destin, pour gagner en influence et changer l'avenir du monde soi-même, sans avoir besoin de Dieu. Les Alayats est le peuple qui gère la situation de la porte et qui se prépare en conséquence. La traversée est un rituel ancestral qui consiste à ce qu'un élu passe par la porte et essaie d'en revenir vivant, changé à jamais, mais avec de nouveaux pouvoirs surpuissants. La porte de Varani est l'attraction phare de cette région. Tout tourne autour de ça. Telle une faille, une brèche dans la toile du destin, une dimension nommée le domaine astral s'y trouve à l'intérieur. Il y a des tempêtes élémentaires, qui sont de vraies catastrophes à Hiram. Les villes ont l'air d'être construites sur le dos de mastodontes géants, probablement pour protéger la civilisation des coulées de lave et des tempêtes élémentaires. Comme pour prouver qu'il mérite d'être l'un des 9 rois de Hiram, l'élémentaliste de feu s'est battu contre un titan et a gagné le combat. C'est une performance vraiment incroyable. Ce n'est pas pour rien qu'il est si fier de sa cicatrice. Depuis l'immense tragédie, la magie est très mal vue dans tout Shizan. De plus, les copistes se sont presque toutes fait éliminer et leur temple réduit en cendres. Les copistes utilisent la magie depuis bien plus longtemps que la plupart des mortels, et elles étaient vénérées comme les gardiennes du savoir. Il existe une assemblée des sœurs et une assemblée des sorcières, et la sorcière des marais faisait partie des sœurs avant de se faire exiler et créer plus tard celle des sorcières. Pour se venger, la sorcière des marais cherche uniquement à réduire à néant toute personne qui se met à travers son chemin. Mieux vaut ne pas la croiser. Les rois démons, tout ce que l'on sait d'eux, c'est qu'ils existent et que la sorcière des marais a fait plusieurs pactes avec eux. Nérédine Valm, l'ancien mage empereur de Valm qui a disparu sans laisser de traces. Les rivages nordiques, un endroit qui est au centre des combats depuis des centaines d'années entre les humains, monstres et spellcasters. La citadelle, qui a l'air importante, et le gigantesque Maelstrom qui menace le royaume de Valm tout entier. Il y a eu plusieurs batailles entre les titans il y a plus de 2000 ans. Malheureusement, personne ne sait qui a gagné. Et si ça se trouve, il n'y a même pas eu de gagnant. La magie émanant des titans qui modifie le corps des chamans et les rend plus puissants. Les murmures des titans qui deviennent de plus en plus forts et insistants pour les aider à se réveiller. Pour les théories, je voulais en faire une vidéo entière dessus. Eh bien, j'ai changé d'avis.
C'est pas grave si j'ai plus rien comme contenu pour faire d'autres vidéos. J'attendrai les mises à jour pour en faire d'autres. Alors abonnez-vous et activez la cloche. Voici le sommaire de mes théories. Pourquoi Osdam Devam, 2 Igaril et l'ancien empire de Valm. Il y a, comme le dit si bien Osdam, le Council of Quantitians. ceux qui supervisent les combats entre les spellcasters. Je vous ne l'ai pas dit jusqu'à maintenant, mais c'est Quantic Dream qui développe Spellcasters Chronicles. Ça me paraît logique que le Conseil des Quanticiens représente Quantic Dream dans le lore. Mais vu que Quantic Dream sont des réelles personnes de la vraie vie, il leur fallait quelqu'un ou quelque chose qui soit dans le jeu pour les représenter. J'ai remarqué des yeux vivants qui bougent sur les habits de Osdam. J'imagine que ce sont les yeux des développeurs qui voient ce qui se passe grâce à Osdam qui leur sert de caméraman. Il y a aussi pour mission d'introduire les nouveaux spellcasters qui se joignent au combat dans les arènes du destin. Pour faire court, Quantic Dream est représenté par le Conseil des Quanticiens, et le Conseil des Quanticiens est représenté par Osdam Devam. Vous en pensez quoi de cette théorie, vous? Je vous avais parlé de Gaïa, le titan sauvage, le 2e titan jouable. Pourquoi je mettrais ce titan à Igaril plutôt qu'à Shizan? Eh bien parce que je pense qu'il existe un Igaril non maudit. L'indice réside dans le fait que la sorcière des marais vient des terres libres d'Igaril, qui étaient à la base nommées les marais maudits d'Igaril, ce qui insinue qu'Igaril n'est pas que constitué de marécages lugubres et délavés. Je peux y rajouter que ses sœurs de l'assemblée la traitaient comme une criminelle, un monstre même, ce qui prouve qu'à cette assemblée, les malédictions et les démons sont mal vus. Autre indice, retournons sur le skin du protecteur gigantesque. C'est un skin du titan des marais, titan avec une majuscule, donc au même titre que Thanatos et Gaïa. Mais surtout, il n'a pas l'air maudit. La couleur n'est pas comme la sorcière des marais ou le skin de la harpie d'Igaril. Il n'y a pas ces genres de racines malades, aucune mauvaise herbe ou plante toxique, mais plutôt des marais verdoyants, calmes et reposants. Voilà le 2e Igaril que j'imagine. Pour les personnes qui jouent au jeu, vous vous dites que j'ai manqué pas mal de bâtiments. La baliste, le rempart, la tour astrale et la crypte. Eh bien, je vais vous en parler tout de suite. Pour ces bâtiments, on pourrait croire qu'ils viennent de Telosa, car ça touche à de la technologie. Mais ça n'irait pas. La preuve avec le visuel de toutes ces créatures, bâtiments et objets, comparé à ça. Je vais plutôt vous orienter vers Valm. Plus précisément, vers l'ancien empire de Valm. Comme on l'a appris, le mage empereur Neredin Valm a laissé de la poudre métallique épaisse qui flotte dans l'air des rivages nordiques. Il a aussi créé des lances colossales et un mur titanesque. Il avait donc, tout comme le sorcier de fer, une affinité pour le métal et la forge. De plus, il y a des runes sur ses structures et le sorcier de fer en a lui aussi sur son corps et son bouclier. Il y a une dernière chose, la citadelle, qui est une porte géante qui a une ressemblance avec l'architecture des bâtiments que je viens de vous parler. Vous trouvez pas? Il y en a un autre aussi dans une cave cachée dans les rivages nordiques. Les barques et les genres de Vastorch ont aussi un visuel qui s'en approche. On peut voir dans la barque une statue du mausolée, certainement volée et ramenée ici par cette porte. Il y a une information plutôt intéressante que j'ai trouvée dans l'une des annonces sur le Discord officiel de Spellcasters Chronicles, qui nous dit « La toile du destin est instable, la réalité tremble. Les Spellcasters sont convoqués pour laisser leurs empreintes et sceller le destin. Chaque action que vous entreprenez ensemble dans l'arène est enregistrée et façonnera l'histoire. Si ce qu'il y a écrit est vrai, c'est une idée qui me plaît énormément. Et d'ailleurs, Osdam en avait parlé tout à l'heure. Récupérez des cristaux de la source et renforcez votre influence sur la toile du destin. Plus vous compterez de victoires, plus vous serez capable de façonner l'avenir du monde. Est-ce que vous aussi, vous allez nous rejoindre et devenir un spellcaster? Gagner de l'influence et changer l'avenir d'Ashkenon? Cette décision vous appartient. On est maintenant arrivé à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé jusque-là et je vous dis à la prochaine. Ah, j'allais oublier. Je pense que Osdam a une dernière chose à vous dire. With your help, we can shape something special and improve the magic in Ashkenon.
We can't wait to hear from you and tell you what's coming next.